Donc bonjour à tous, nous allons démarrer. Est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça, c'est bon? Ouais. Ok, super. Donc, alors, le sujet de cette conf, c'est donc la querelle des anciens et des modernes, Rust versus ThreadX, fait par donc Frédéric Desbiens de la fondation Eclipse. C'est bien ça? Oui. Ouais. Un grand merci pour la présentation. Oh, je crois que ça ne fonctionne pas. Hein? Ça fonctionne? OK, c'est bon. Alors, oui. Donc, merci à vous tous d'être là. Donc, on m'a dit que je disposais d'un peu plus de temps vu que la prochaine est à 17 h. Donc, vous allez avoir la version légèrement moins stressée où je parle un peu plus lentement. Et donc, oui, tant qu'à être à Paris, autant prendre une thématique pour la présentation qui soit un peu inspirée de l'histoire française. Hein? Donc, Perrault d'un côté, et puis de l'autre, Boileau. Et donc, bon, en termes littéraires, ça a fait l'histoire. Je me suis permis d'illustrer ma présentation donc par un tableau de David récemment trouvé sur ChatGPT. Un petit clin d'œil à l'histoire, évidemment. Donc, le but aujourd'hui n'est pas donc d'avoir quelque chose de confrontationnel, mais plutôt de présenter les plus et les moins de chacune de ces alternatives et puis de vous permettre de prendre une décision pour vous-même. Hein. Je ne suis certainement pas là pour vous dire quoi faire. Donc, qui suis-je? Donc, je suis un gestionnaire de programme à la Fondation Eclipse. Je m'occupe de tout ce qui est embarqué et IoT, donc c'est très vaste. Donc, on a un groupe de travail IoT. On a un autre qui s'appelle Sparkplug, qui est pour un protocole spécifiquement pour l'automatisation industrielle. Je m'occupe également du système d'exploitation Eclipse ThreadX et puis, par pure coïncidence, du groupe de travail Askidoc aussi. Donc, si vous aimez ou pas Askidoc, c'est à moi qu'il faut en parler. Donc, j'ai été dans l'industrie pendant un bout de temps, plus de 25 ans à ce stade-ci. Donc, j'ai été développeur, architecte, chef de produit pour différentes compagnies. Et puis, je suis un auteur publié et présentateur récidiviste. Et vous pouvez me trouver sur différents médias sociaux, beaucoup moins sur X ces temps-ci. C'est à la mode de s'en tenir loin. Donc, si jamais vous voulez encore massacrer quelques arbres et puis avoir une analyse ou une présentation un peu détaillée de ce que l'on retrouve dans le coffre à outils Eclipse IoT, ben, vous avez mon livre qui date quand même de 2022, donc il prend de l'âge tout doucement, c'est encore pertinent. Vous allez trouver un peu de Rust dedans et pas du tout ThreadX parce qu'à l'époque, ThreadX n'était pas un projet Eclipse. Donc, le but est vraiment aujourd'hui de vous permettre de prendre une décision pour atteindre le pinacle de la fiabilité en informatique, c'est-à-dire mon premier ordinateur ici. Donc, un Color Computer 2 de Tandy Radio Shack à l'époque. Probablement plus commun d'ailleurs en Amérique du Nord, d'où je viens, particulièrement au Québec, qu'en France, mais tout de même, méfiez-vous des vilains utilisateurs de Commodore 64. Et donc, tout ça pour dire que cet ordinateur est vraiment le plus fiable que j'ai jamais utilisé de ma vie. Il démarrait en 2 secondes, il était prêt, j'ai jamais eu à installer de rustine ou de patch dessus, tout était parfait. Et donc, le but en embarqué, eh bien, c'est de faire tout ça à l'intérieur de 64 codes mémoire ou à peu près. Donc, voilà, c'est un peu le lien. Et tout ça pour vous dire essentiellement que à la fois Rust, à la fois ThreadX sont des technologies susceptibles de vous amener à cet objectif-là, ou à tout le moins aussi près de cet objectif-là que possible. Et donc, chacun avec ses plus et ses moins qu'on va analyser ensemble. Donc, Rust, le moderne. Le moderne, évidemment, c'est à la mode hein, de parler de Rust, de dire qu'on fait du Rust. Ça n'impressionne pas encore les filles tout à fait, mais peut-être éventuellement. Et tout ça pour dire que Rust est vraiment une bonne solution, une solution qui gagne en maturité pour ce qui est du développement embarqué. Et pourquoi est-ce qu'il est attractif du point de vue embarqué? Bien, évidemment, Rust, au point de vue de son compilateur, vous fournit gratuitement, entre guillemets, la sécurité pour la mémoire et les threads. Et ça, c'est 2 trucs majeurs que c'est facile de mal faire en C. Et essentiellement, c'est ce qui fait l'intérêt du langage. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un langage miracle qui va tout faire pour vous. Évidemment, vous allez souffrir beaucoup à la compilation parce que le compilateur va vous pointer tous les petits trucs que vous auriez trouvés au runtime dans le cas d'un truc en C. Et l'autre truc, c'est qu'évidemment, comment je pourrais dire, Rust gagne en maturité dans le monde de l'embarqué et tout, c'est pas encore parfait. Et surtout,
J'ai la chance de connaître Andrew Banks. Andrew Banks, qui est le président du comité sur MISRA-C. Et on lui a demandé, moi et une collègue à Embedded World l'an dernier, on lui a demandé si vous deviez faire, Andrew, MISRA Rust, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Et il a dit une chose. Il a dit ce serait très simple, juste une règle à suivre. N'utilisez pas unsafe. Et donc, tout ça pour dire que, en tant que tel, Rust est une solution vraiment intéressante pour ce qui est embarqué, mais évidemment, si on doit faire que du code purement sécuritaire, ça peut limiter certaines possibilités ou nous forcer à faire des choses un peu moins confortables. Donc, il y a quand même des désavantages à le faire. Maintenant, évidemment, Rust, en tant que plateforme, permet vraiment de faire ce que l'on appelle du développement bare metal. Donc, on peut écrire des bootloaders, des systèmes d'exploitation, des applications avec, et on va voir un peu plus sur la diapo suivante comment. Et ce qui est remarquable à ce point-ci dans l'évolution de Rust, c'est que c'est vraiment en termes d'embarquer un écosystème en plein essor, mais il n'y a pas nécessairement, et là je me rends compte, j'ai oublié de traduire une ligne, excusez-moi, mais bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas nécessairement à ce stade-ci de système d'exploitation en temps réel complet qui serait mature et écrit en Rust. Donc, il s'agit vraiment, si on fait du développement Rust embarqué, de faire son propre système d'exploitation en temps réel soi-même. Et donc, si vous êtes moins familier avec Rust, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'essentiellement, quand on travaille avec le langage, il y a un gestionnaire de paquets qui s'appelle Cargo, avec lequel on travaille, et donc qui vous fournit les librairies que vous allez devoir utiliser. Donc, dans la vision du monde de Rust, on appelle ça un crate. Et donc, un crate en anglais qui est un contenant, dans le fond, ou quelque chose dans lequel, une boîte en bois dans laquelle on met des trucs. Et donc, c'est un peu l'imagerie qu'ils ont choisie pour leur gestionnaire de paquets Cargo. Donc, Rust, si on le considère d'un point de vue strictement du langage, il y a certaines caractéristiques qui sont peut-être moins familières si on a utilisé d'autres langages. Donc, en Rust, les variables sont immuables par défaut. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, on déclare une variable, on lui assigne une valeur, et voilà, c'est fait, elle ne changera plus. Le typage est statique en Rust, ce qui fait qu'évidemment, le compilateur peut trouver tous les bobos dans notre code et être très, très grognon par moment. On atteint une protection de la mémoire en Rust sans nécessairement avoir de garbage collector comme en Java ou d'autres langages comparables. Et essentiellement, la façon dont c'est fait, c'est que chaque valeur, chaque variable a un propriétaire, un owner donc en anglais, et une variable n'a qu'un seul propriétaire à la fois. Et la variable est abandonnée, donc purgée de la mémoire, une fois que le propriétaire est hors portée. Donc, si le propriétaire de ma variable est une fonction en particulier qu'on sort de la fonction, bien, celle-ci, nécessairement, va être détruite, la mémoire va être libérée automatiquement pour nous. Ce qui fait en sorte que je n'ai pas à allouer ou désallouer la mémoire, et c'est ce qui nous donne vraiment cette sûreté de la mémoire du point de vue de Rust. Rust, par ailleurs, en termes de paradigme de programmation, a été fortement inspiré par les langages de programmation fonctionnels comme le ML ou le F# et les langages orientés objets avec lesquels je suppose vous êtes familier. Et donc, c'est une espèce d'hybride des deux, mais ce n'est pas pleinement ou purement quoi que ce soit. C'est Rust, voilà. Il faut vivre avec, c'est comme la mascotte. Pourquoi un crabe? Je ne sais pas, voilà. Donc, lorsque l'on fait de l'embarqué en Rust, il y a essentiellement deux environnements d'exécution possibles, libstd et libcore. Donc, libstd, ce que l'on appelle le std crate, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus complet qui s'intègre à un système d'exploitation existant. Donc, ce serait possible de prendre ThreadX, par exemple, le cœur de ThreadX, et puis de s'intégrer avec ça, ou Windows, ou peu importe, Linux, c'est tout à fait possible. Mais bref, lorsque l'on utilise libstd, donc libstd va préparer la protection contre le débordement de pile, donc une protection contre le Stack Overflow pour vous, va démarrer le thread principal de l'application et va vous permettre d'intégrer avec le système de fichiers, par exemple, qui serait disponible ou exposé par le système d'exploitation en question, ce genre de choses-là. Donc, c'est un environnement un peu plus confortable pour lequel il y a des choses qui sont faites pour nous. À l'inverse, libcore est vraiment quelque chose de très hardcore dans lequel vous avez à peu près rien.
Mais quand je dis à peu près rien, il n'y a pas d'allocation dynamique de mémoire, il n'y a pas de collection même, à moins que vous ajoutiez les crates en question pour avoir le soutien de ces fonctionnalités-là. Donc, c'est très petit, très rapide et évidemment très, très minimal. Donc, ça peut être douloureux un peu si vous vous attendiez à avoir un truc facile pour écrire un fichier sur un système de fichiers, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à faire, c'est juste que vous allez écrire plus de code. Et donc, on réalise rapidement que c'est un peu comme dans 2001, Odyssée de l'espace. Donc, à un moment donné, si vous n'êtes pas familier avec le film, on a un astronaute qui regarde à l'intérieur d'un grand monolithe mystérieux dans l'espace et il voit plein d'étoiles dedans. Donc, My God is full of stars. On a le cas d'une application embarquée en Rust, c'est tout plein de crates partout. Et donc, il y a un crate spécifique pour le board ou le SOC que vous allez utiliser. Il y a un board peut-être d'abstraction du matériel, donc un Hardware Abstraction Layer que vous allez utiliser, qui intègre lui-même un pour la micro-architecture du processeur ou du système on a chip que vous utilisez. Et d'un autre côté, il y a des crates distincts pour chacun des types de bus avec lesquels vous pourriez interagir. Et ensuite, peut-être pour chacun des dispositifs et des périphériques connectés à ces bus-là. Et bref, vous devez faire une petite collection de crates comme ça par vous-même. Ils peuvent venir de fournisseurs différents, être maintenus sur des cycles de vie différents. Donc, d'un point de vue développement, il faut s'attendre à faire beaucoup plus de surveillance de toutes sortes de répertoires GitHub à droite et à gauche pour avoir les dernières versions et rester sécuritaire. Donc ça, c'est un des désavantages, évidemment, de cette approche-là, où vraiment, vous bâtissez vous-même votre environnement de programmation en sélectionnant ce dont vous avez besoin en fonction de l'environnement matériel. Alors, pourquoi choisir Rust pour une application embarquée? C'est sûr que la sûreté de la mémoire et des threads, c'est quelque chose de très attractif. Beaucoup de momentum dans le marché en termes d'adoption du langage et tout ça. Une gouvernance communautaire, donc neutre, assurée par la fondation Rust. Donc, contrairement à Go, par exemple, où il y a une compagnie qui décide tout en haut, dans le cas de Rust, c'est vraiment une communauté autour. C'est le genre de truc qu'on aime bien à la fondation Eclipse. Bon, ils auraient dû venir chez Eclipse, mais à défaut, la fondation Rust, c'est tout de même sympa. Et finalement, c'est un écosystème en croissance. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant, autant en termes de possibilités d'emploi pour vous que de trouver des gens avec qui en parler. Donc, en termes de Minus, le langage est toujours en évolution. Donc, on s'amuse dans la communauté Rust à changer les paradigmes de programmation un peu ou à introduire des nouvelles fonctionnalités encore à une fréquence assez régulière. Donc, pour rester à la page, ça demande un peu plus d'efforts nécessairement comme développeur. Le soutien matériel est plus limité, dépendamment des coins de l'écosystème embarqué dans lequel vous regardez. C'est possible que vous ayez de la difficulté à trouver un crate qui soit approprié pour le périphérique ou la plateforme matérielle que vous avez à utiliser. Et nécessairement, Rust, de mon point de vue, ce serait débattable, je le reconnais, mais n'est pas prêt pour vraiment faire des applications certifiées pour la sûreté de fonctionnement. Alors, c'est possible d'avoir un compilateur Rust qui est certifié lui-même, mais c'est à peu près tout. Le reste de l'écosystème n'y est pas encore, ce qui veut dire que si vous voulez avoir un appareil embarqué que vous allez faire certifier auprès des autorités, parce que c'est une obligation que vous avez dans la réglementation, par exemple, pour les lave-vaisselle ou ce genre de trucs, ou l'automobile, eh bien, ça veut dire que vous allez faire beaucoup plus de l'effort de certification vous-même parce qu'il n'y a pas un écosystème mature qui supporte tout ça autour de vous. Ça va changer, c'est en cours de changement, mais c'est encore quelque chose, si pour vous, c'est un marché cible important dont il faut tenir compte. Maintenant, ThreadX, l'ancien, relativement ancien, on s'entend, on ne parle pas de technologie des années 60 ou pas. Et donc, un peu d'histoire de ThreadX si vous êtes moins familier. Donc, ThreadX, fondamentalement, est un projet ou un produit commercial qui a été introduit en 1997 à l'époque par une société qui s'appelait Express Logic. Et donc, à l'époque, un produit purement propriétaire qui a été développé pendant des années comme un produit purement propriétaire. Et donc, en 2019, Microsoft se dit, tiens, on pourrait faire comme Amazon et essayer de phagocyter un projet open source pour essayer d'amener les gens vers notre cloud. Et donc, dans le cas d'Amazon, ils l'ont fait avec FreeRTOS. Dans le cas de Microsoft, ils ont fait l'acquisition de Express Logic et renommé ThreadX Azure RTOS. Et pendant quelques années, ils s'y sont essayés. Et donc, après quelques années, ils ont réalisé que ça leur, pour une raison ou pour une autre, que ça leur convenait plus. Et plutôt que de tuer le produit, ils ont décidé de le rendre open source à la fondation Eclipse.
Donc, depuis 2023, on a le projet Eclipse ThreadX. Donc, le code est disponible sous une licence MIT très permissive. Et essentiellement, on est encore en phase un peu de démarrage, dans le sens où prendre un produit qui était purement propriétaire et qui a été un peu négligé par Microsoft pendant quelques années et bâtir une communauté open source autour, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais on y arrive, on y arrive. On a fait du progrès vraiment beaucoup dans les derniers mois. Donc, ThreadX, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre à outils ThreadX? Essentiellement, le système d'exploitation lui-même, donc un système d'exploitation en temps réel de haute performance avec soutien optionnel pour le multiprocesseur si vous en avez besoin. Donc, on peut aller sur très, très petit, mais on peut quand même exploiter les cœurs multiples s'il y en a. Filex, qui est une implantation du système de fichiers FAT, donc on trouve typiquement sur les clés USB, ce genre de truc. Donc, quelque chose de largement supporté, mais avec, dans le cas de Filex, des fonctionnalités spécifiques qui vont vous bénéficier. On va le voir un peu plus loin. USBX, une pile USB complète. NetX Duo, une pile IP version 4 et V6 complète. GUIX, un coffre à outils et un outil de développement pour générer les interfaces graphiques. Et TraceX, un outil compagnon pour vous permettre d'instrumenter en temps réel vos applications. Donc, tout ça vient et est développé par la même équipe. Donc, en termes de certification de sûreté de fonctionnement, ThreadX est certifié. ThreadX est d'ailleurs le seul système d'exploitation en temps réel qui soit open source et qui soit certifié. Ils ont essayé depuis 2019 de le faire sur Zephyr et on nous dit qu'il y a 50% des chances qu'ils y arrivent d'ici 2026. Bonne chance, messieurs, dames. Dans notre cas, avec ThreadX, on a déjà les certifications que vous voyez à l'écran qui sont pertinentes pour le marché des appareils électroniques, le marché de l'automobile, les trains, les appareils médicaux. Donc, des tas de marchés intéressants et profitables si vous voulez vous lancer en affaires. De notre côté, on a un ensemble de certifications qui viennent de chez UL qui font que ThreadX est déjà dans votre lave-vaisselle, dans votre machine à laver, toutes sortes de trucs. En fait, ThreadX a été développé comme je l'ai indiqué, depuis 1997 et déployé dans plus de 12 milliards d'appareils à ce stade-ci. Et ça, c'est sans compter les appareils qui intègrent seulement un des composants. Donc, 12 milliards, c'est ceux qui utilisent le cœur du système d'exploitation et peut-être certains composants optionnels, mais c'est possible de prendre Filex tout seul, ou GUIX tout seul, ou NetX tout seul. Et donc, on parle probablement de 15 milliards et plus d'appareils si on tient compte de tous ceux qui font qu'une utilisation partielle de tout ce qu'on a dans le coffre à outils. Et donc, c'est tout de même impressionnant. Donc, ThreadX, notre système d'exploitation, peut être aussi petit, si vous désactivez pas mal de trucs tout de même, que 2 kilooctets. Alors, on parle de 2 kilooctets qui vont vous donner des changements de contexte entre les threads de moins d'une milliseconde en moyenne. Et ça, c'est drôlement impressionnant en termes de performance. L'API de ThreadX est très cohérente, vu que ça a été développé par un petit groupe de développeurs pendant plusieurs années. Donc, de ce point de vue-là, c'est très, très propre, très bien commenté et documenté également. Et vraiment, il y a toutes sortes de trucs vraiment intéressants à l'intérieur de ThreadX, comme le soutien de la protection de la mémoire pour les modules. Si vous faites en sorte que votre code soit très modulaire, c'est possible de préserver les secteurs mémoire d'un thread versus les autres threads pour éviter la corruption. Et en passant, je vous rappelle, toute la base de code de ThreadX correspond aux règles de MISRA-C. Et une des règles qu'on a dans nos scripts pour compiler les trucs, c'est qu'on considère les avertissements comme des erreurs. Alors, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de place à l'erreur. Donc, c'est possible, lorsqu'on combine ces techniques-là avec une analyse statique et le fait qu'on est vraiment en phase avec MISRA-C, de s'approcher d'une sécurité d'un point de vue de la mémoire qui se rapproche de ce que ROS peut vous donner. Alors, ça demeure du C, je le reconnais, mais c'est du C qui est très bien encadré, je dirais, par l'environnement qui est fourni.
NetEx Duo, donc notre pile réseau, quand même, on peut le faire en moyenne une taille d'environ 50 kilooctets pour avoir une connectivité vers le cloud, ce qui est tout à fait remarquable en termes de taille. Et là, on parle d'un truc qui supporte TLS, qui supporte IPv4 et V6, donc c'est beaucoup de fonctionnalités dans un très petit format. Et vraiment, le code est écrit de façon à faire en sorte qu'on utilise minimalement la puissance de traitement du processeur. NetEx Duo, dans le passé, a été soumis à des tests de pénétration exhaustifs. Donc, d'un point de vue de sécurité, c'est très solide. On a eu certaines certifications que je n'ai pas listées parce que je ne pensais pas avoir le temps d'en parler. Mais bref, on a une certification FIPS pour tout ce qui est la cryptographie à l'intérieur de NetEx Duo, par exemple. Donc, c'est très sécuritaire. Et d'un point de vue performance, ce qui est bien, c'est qu'à l'interne, NetEx Duo va faire du zéro copie et ça fait en sorte que donc on partage la mémoire autant que possible pour réduire encore une fois la consommation de ressources à l'exécution. Filex, notre implantation de FAT 12, 16 ou 32, il y avait le soutien pour exFAT aussi, mais exFAT est encore sujet à des brevets qui sont détenus par Microsoft. Alors, avant de nous donner le code, ils ont enlevé le soutien pour exFAT, vu qu'ils refusaient, j'imagine, de nous donner le brevet avec. Bon, ça demeure une société commerciale, mais merci tout de même Microsoft. Et donc, on reste tout de même avec un soutien avancé pour différentes versions du système de fichiers FAT. Vraiment, écriture directe des données, DMA, cache optimisé pour la vitesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un sous-composant, LevelX, qui fait en sorte que si vous utilisez une puce de stockage flash, on va essayer de distribuer la charge sur le stockage de manière à utiliser tous les secteurs ou autant des secteurs de la puce que possible. Donc, ça prolonge la durée de vie. Donc, si on a des écritures répétées dans un secteur, le LevelX, automatiquement, sans que vous ayez à intervenir, va essayer de distribuer ça un peu à droite et à gauche de façon à ce qu'on ne tue pas la puce d'une façon prématurée. Donc, tout ça est vraiment mature, bien implanté et intéressant de mon point de vue, vu que je n'ai pas à le coder. Et donc, USB-X. USB-X est quelque chose de léger, donc une empreinte d'environ 8,5K en mode device et 12K environ si vous êtes en mode haute. Donc, c'est possible de faire des périphériques USB avec ThreadX comme un clavier, ou c'est possible de faire un autre auquel on connecterait un clavier. Donc, les deux sont possibles. De ce point de vue-là, ce qui est intéressant avec USB-X, c'est vraiment qu'il soutient une large gamme de classes d'appareils USB, donc vous les voyez à l'écran, ce soit stockage, imprimante, l'audio, etc. De ce point de vue-là, USB-X est vraiment flexible et donc vous permet de vous connecter à une vaste gamme de périphériques ou d'en développer vous-même. GUIX. GUIX est une librairie de composants graphiques qui peut être aussi petite que 13 kilooctets, écrite en C, mais avec une optimisation vraiment et même une intégration avec l'accélération graphique si c'est offert par votre matériel, évidemment. Et donc, du point de vue de GUIX, ce qui est intéressant, c'est qu'il est accompagné d'un outil, GUIX Studio, malheureusement qui ne fonctionne que sur Windows pour le moment. Merci Microsoft. On va tâcher de corriger ça au cours des prochaines années. Mais bref, tout ça pour vous dire que GUIX Studio vous permet de développer en mode drag and drop votre interface graphique et ensuite de générer le code correspondant pour intégration à votre application en C. Donc, c'est drôlement productif. Et donc, Eclipse ThreadX est non seulement le seul système d'exploitation en temps réel certifié pour la sûreté de fonctionnement, mais le plus performant de tous ceux qui sont open source. Donc, dans le rapport auquel je fais référence sur la diapo, OK, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Et vous allez voir que oui, il y a des options propriétaires plus rapides, mais ThreadX est beaucoup plus rapide que Zephyr, plus rapide que FreeRTOS. Et de ce point de vue-là, c'est un testament, encore une fois, de la qualité et de la maturité de la base de code. Alors, pourquoi choisiriez-vous ThreadX dans cette bataille entre Rust et ThreadX? Eh bien, essentiellement, ThreadX est très mature. Comme je l'ai dit, ça remonte à 1997, donc la plupart des bugs ont été trouvés. Enfin, il en reste toujours, évidemment, mais donc d'autres développeurs sont passés avant vous. Performant, déployé dans plus de 12 milliards d'appareils et plus, donc on s'entend que c'est une technologie qui a été éprouvée. Et c'est le seul RTOS open source qui soit certifié pour la sûreté de fonctionnement.
Minus, c'est entièrement codé en C. On ne peut pas se changer, j'imagine, après 20 ou 25 ans. C'est comme moi. Si j'essaie de me faire passer pour la réincarnation de Johnny Hallyday ou quelque chose avec mon manque de cheveux, ça ne passera pas. Bref, on est ce que l'on est. C'est du C, mais c'est du très bon C. Et encore une fois, avec une analyse statique appropriée et le fait qu'on est vraiment dans la religion Misra, on minimise les risques. Et donc, la communauté, dans le cas de TREDx, est à reconstruire. Alors, certainement, il y a un projet comme Zephyr où il y a des milliers de contributeurs à chaque mois. Félicitations. TREDx n'en est pas là, loin du compte. Éventuellement, peut-être qu'on n'y sera jamais. En ce sens, c'est une technologie embarquée qui est mature. Peut-être qu'on n'a pas besoin de milliers de commits à chaque mois pour le garder pertinent pour ce que vous voulez en faire, je ne sais pas. Bref, je travaille avec les contributeurs actuels et peut-être les futurs contributeurs dans la salle à grandir son écosystème à la Fondation. Et donc, voilà. Bien, merci. Et donc, j'imagine qu'on a quelques minutes pour les questions, si vous en avez. Et donc, vous pouvez me rejoindre sur Mastodon ou Blue Sky, ou si vous cherchez très, très fort et que vous aimez beaucoup Elon Musk, peut-être sur X. Et puis, il y a quelques sites web pertinents, y compris TREDx.io, qui sont mentionnés, que je vous incite à consulter. Merci. Merci. Des questions? Pas de questions. Était-ce clair à ce point? Incroyable. Une question là-bas? Là-bas. Tu entendras mieux avec ça. Non, je ne peux pas faire, mais juste pour savoir, c'est sous quelle licence TREDx? Alors, TREDx, c'est sous la licence. Donc, on me posait la question parce que je ne suis pas sûr qu'on vous ait entendu. Ah, c'est sous quelle licence TREDx? Alors, la licence de TREDx, c'est la licence MIT. Donc, c'est une des licences les plus permissives. C'est équivalent à Apache 2, essentiellement. Donc, vous donnez une attribution aux détenteurs, à la Fondation Eclipse et aux détenteurs des copyrights, et c'est à peu près ça. Et bien sûr, à ce stade-ci, vu qu'ils l'ont acheté, à peu près tous les copyrights sont détenus par Microsoft. Merci, Microsoft. D'autres questions? Pas de questions, adjugé vendu. Merci beaucoup. Merci à vous.